Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce deuxième épisode qui concerne la recherche en droit et donc plus spécifiquement la recherche en histoire du droit. Si vous n'avez pas vu le premier, il faut aller le voir. Et si vous ne voulez pas rater la suite, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la bibliographie. La bibliographie, pour faire simple, c'est l'ensemble des sources écrites que l'on utilise lorsqu'on travaille sur un sujet. On va aborder dans cet épisode plusieurs choses. Déjà, comment écrire un ouvrage, dans quel travers il ne faut pas tomber, et ensuite, on va voir quel type d'ouvrage on utilise, et surtout, à quoi ça sert de les utiliser. Seulement voilà, avec un mémoire de Master 2, quelques articles et une thèse en cours de rédaction, je ne peux pas dire que je sois spécialement légitime pour parler de rédaction universitaire. J'ai donc décidé de faire appel à un spécialiste que vous connaissez. Alors, attendez... Il est où ? Oui, allô? Oui, Sébastien, je ne te dérange pas? Oui, non, c'est pas grave, j'étais en train de travailler, mais c'est pas grave. Bon, alors je... Ah, d'accord. Mais... Bon. Alors, donc, l'acte d'écrire. L'acte d'écrire, c'est pas effectivement quelque chose de si facile que ça. Et en plus, ça s'improvise pas, on fait pas ça dans l'urgence, à l'exception de certains auteurs comme Boris Vian, mais Boris Vian écrivait des romans qui n'étaient pas des recherches universitaires. On ne peut pas se permettre de faire la même chose quand on fait un travail universitaire, que ce soit un rapport de stage, un mémoire de 3e cycle ou encore une thèse. La première chose, c'est que il ne faut pas, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, il ne faut pas, surtout nous juristes, nous buter sur l'histoire du plan, le plan de rédaction, en sachant d'une part que le plan de rédaction n'est pas forcément le plan de recherche. Un bon plan de recherche peut être un mauvais plan de rédaction, ou alors se transformer comme une rose en excellent plan de rédaction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré notre vieille culture juridique franco-française, avec le plan en deux parties et deux sous-parties, il ne faut pas hésiter à en sortir, même si le droit assez souvent se prête bien au plan en deux parties. S'il s'y prête mal, si on se rend compte qu'on est en train de tordre la matière, il ne faut pas hésiter à en faire une troisième partie. Moi, mes gros travaux, à commencer par ma thèse, 3 parties. Le gros bouquin que j'ai fait sur le droit des logiciels avec François Pellegrini en fait 5, donc c'est pas un problème en soi. Ce qu'il faut aussi, c'est toujours notre culture de juriste, d'abord le plan, parce qu'on a été formé comme ça pendant toute notre scolarité. Moi-même, je forme mes étudiants comme ça, à commencer, quand on fait une dissertation, par faire un plan et après on rédige. Si on n'y arrive pas avec la thèse, c'est pas si grave que ça. Moi, j'avais été bloqué, comme beaucoup de thésards, en montant par cela, et ma directrice de thèse m'avait dit que c'était pas grave en soi de commencer à rédiger sans avoir une idée précise du plan définitif. Ça peut paraître contre-intuitif pour nous juristes, mais c'est pas grave, parce que je crois que j'avais écrit à peu près la moitié de ma thèse sans avoir une idée très précise du plan définitif. Et Geneviève Judicelli, ma directrice de thèse, m'avait dit vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ce que vous écrivez actuellement, ça va se retrouver à 90 ou 95% tel quel dans votre thèse. Après, c'est une histoire de collage de papier peint. Quand on a les diverses lettres papier peint, on va les placer à tel ou tel endroit. Et puis je voudrais aussi insister sur quelque chose sur lequel on n'insiste jamais assez, c'est que c'est également beaucoup de technique que d'écrire. L'inspiration, je dis toujours que une thèse, un bouquin, un article, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et parfois, il y a même des thèses ou des bouquins qui ont 100% de transpiration. Peu importe. Mais sans technique, le talent n'est rien qu'une salmanie, comme le chantait Georges Brassens. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une technique de recherche, de prise de notes, de prise de référence, et il faut la mettre en place dès le début du travail. C'est pas quand c'est trop tard, quand on a par exemple sur une thèse, quand on a des centaines de références, qu'il faut revenir et commencer à mettre tout ça au propre. C'est dès le début, parce que c'est à mon avis l'une des façons de tomber dans le côté obscur de la force, à savoir faire de la contrefaçon. Il y a des contrefacteurs ou des contrefactrices volontaires qui vont, par fainéantise, par manque d'inspiration, par manque simplement de connaissances, vont piocher telles quelles les connaissances ailleurs. Ça, c'est une partie de la contrefaçon. Et l'autre partie
que l'on peut éviter, c'est la contrefaçon involontaire, simplement parce qu'on manque de technique de recherche, on manque de technique de prise de notes. Si vous faites un copier-coller, ça nous arrive à tous, d'un truc qui nous plaît, eh bien, il faut absolument immédiatement le sourcer et ne pas remettre ça au lendemain, parce que le lendemain, 8 jours après ou 2 ans plus tard, si ça se trouve, vous allez croire que cette phrase ou ce paragraphe ou cette page géniale, c'est de vous alors que c'est de quelqu'un d'autre. Voilà, voici les principales remarques qui me venaient à l'esprit. J'espère que ça peut vous aider. Merci Sébastien pour cette explication à nouveau claire. Si vous n'êtes pas abonné à Vous avez le droit, il faut y aller et suivre ces vidéos parce qu'elles sont vraiment très bien faites et très intuitives. Et maintenant, on va voir comment on replace justement les connaissances issues des livres dans un travail. Déjà, en histoire du droit, il faut savoir qu'on n'a pas le même problème que nos collègues de droit positif, à savoir qu'on n'est pas concerné par tout ce qu'on pourrait appeler les ouvrages périmés. On peut utiliser des ouvrages qui sont relativement anciens, dont certains ont plusieurs siècles, et finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est des fois la somme des connaissances à un instant T. Et c'est pour cela qu'il faut faire quelque chose que l'on me reproche parfois dans les vidéos. On dit que je digresse, je ne digresse pas, je fais ce qui s'appelle de la contextualisation. Contextualiser lorsque l'on parle de quelque chose d'historique, c'est absolument fondamental. Cela évite de commettre des impairs dans l'interprétation que l'on va faire des écrits. Dans une bibliographie, on va trouver tout type d'ouvrages. Ces ouvrages, cela peut être des ouvrages de cours, donc comme vous voyez souvent comme ça dans vos bibliothèques universitaires. Cela peut être également des ouvrages universitaires au sens plus large, comme par exemple chez Armand Collin les collections U. Alors attention, ces connaissances, elles sont valables à l'instant T de l'édition, c'est-à-dire que si vous êtes sur une édition qui date de 1997, elle fera état des connaissances en 1997. Pour ceux qui font du droit positif, cela peut être des arrêts, cela peut être des codes. Cela peut être également des recueils d'articles qui sont issus par exemple de colloques qui sont ensuite publiés, donc comme c'est le cas pour ce type d'ouvrage, ou cela peut encore être des articles tout simplement issus de revues qui paraissent, que ce soit de manière physique ou tout simplement sur les internets. Cela peut être des livres anciens, que cela peut être de la pratique professionnelle ancienne, donc là par exemple c'est un manuel de pratique notariale, c'est ce qu'utilisaient les notaires pour travailler. Et enfin, autre type d'ouvrage, c'est une thèse. Donc voilà, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne savaient pas. Comme l'a précisé Sébastien, on ne peut pas écrire un travail universitaire comme ça se fait pas du jour au lendemain, il y a un long processus de réflexion, d'acquisition des connaissances, qui fait qu'on devient au fur et à mesure un spécialiste, un expert, et les sources, elles sont pas là pour être restituées en tant que telles. On n'est pas censé prendre un morceau du livre, refaire un copier-coller sur le livre, et dire « tenez, c'est mon travail ». Les sources, elles sont là pour justifier chacun des propos, chacune des démonstrations que l'on fait. Chaque affirmation doit être justifiée, sinon n'importe quel huluberlu pourrait prétendre avoir résolu je ne sais pas quel mystère sans aucune justification, donc sans aucune confirmation ni affirmation possible. Ça n'aurait pas de sens. Un propos avancé est justifié par, en note de bas de page, soit un texte fondamental, soit un élément de bibliographie. Avancer quelque chose sans source, c'est ne rien avancer au final. À côté de ces sources bibliographiques, il existe pour l'histoire du droit un autre type de sources qui sont issues de la recherche fondamentale, ce sont les archives. Je vous emmène ?